Donc, nous allons présenter pendant 2 heures les appels européens, cluster 3, sur les destinations, lutte contre le crime et le terrorisme, résilience des infrastructures critiques, ainsi que protection des frontières. C'est le premier webinaire d'une succession de 3 webinaires. Cet après-midi seront traités les appels préparation de la société face aux catastrophes, ainsi que la destination SSRI. Et demain matin sera présenté les appels en cybersécurité. Alors pour rappel, Horizon Europe, c'est un programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation qui s'étale de 2021 à 2027, qui est doté à hauteur de 95 milliards. Le cluster 3, sécurité civile pour la société, est positionné dans le pilier 2, qui a pour objectif de répondre à des problématiques mondiales et pour la compétitivité industrielle européenne. Alors pour rappel, les thématiques par cluster sur le pilier 2, c'est une approche top-down prescriptive, c'est-à-dire que ce sont des appels à projets qui sont centrés sur des problématiques sociétales et des défis globaux. On parle ici de projets collaboratifs, transdisciplinaires, transsectoriels et transnationaux. En moyenne, ce sont des projets qui s'étalent entre 3 et 4 ans, des budgets en moyenne de 4 à 5 millions, différents types de projets selon la maturité, Research and Innovation Action, Coordination, Support Action, et pour terminer, les projets PCP de pré-procurement. Les financements de ces projets-là s'étalent de 70 à 100% selon la maturité du projet, notamment les Innovation Action, vous êtes financé à 70% si vous êtes une entreprise privée. Pour le reste, vous êtes financé à 100%. Tout d'abord, on rappelle les règles du jeu. Ce sont d'avant tout, pour commencer, des critères d'éligibilité parce que ce sont des projets collaboratifs, donc à minima 3 entités légales de 3 États différents. Les États différents, mais il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord les États membres, les associés. On va revenir tout de suite dessus. Alors, les 27 États membres de l'Union européenne, vous les connaissez. Besoin de revenir dessus. Nous avons une liste d'États associés. Les États associés au programme Horizon Europe, ce sont des États qui ont un contrat d'association. Vous avez ici la liste en date du 1er décembre 2025. Sachez que le Japon est en cours d'association. Ça a été des informations qui sont passées depuis le 1er janvier, donc on est suffisamment confiant pour le Japon. L'Australie devrait être associée en 2027 et concernant le Maroc et Singapour, pour l'instant, l'accord d'association est en pause. Et enfin, pour terminer, il y a des pays tiers dits à revenus faibles et moyens qui sont des pays qui peuvent participer au projet européen si des entités légales sont là-bas. En revanche, ils sont limités à un certain nombre de destinations, principalement les destinations DRS, Disaster Resilience Society, qui seront présentées cet après-midi. Alors, un projet gagnant, c'est quoi? C'est chaque partenaire qui a un rôle spécifique et l'objectif, c'est de garantir la complémentarité et la synergie. Donc, vous avez l'exemple ici d'Airbus, c'est des parties d'avions qui viennent de différents endroits. En Europe, l'idée d'un projet collaboratif, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'objectif du projet collaboratif, c'est qu'on a des cabinets d'avocats, des universités, des practitioners, donc c'est-à-dire des forces de sécurité intérieure, ceux qui interviennent sur le terrain, des PME et un coordinateur qui est positionné en Europe, mais également dans les États associés. On l'a rappelé tout à l'heure. Quelques conseils, toujours prendre en compte les facteurs humains, le contexte social, ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, qui seront tout à l'heure présentés par Sylvie Gangloff du PCM Cluster 2, garantir le respect des droits fondamentaux, prendre comme ressource le plan stratégique, les work programmes. Bien entendu, ici, les planches qui vont vous être présentées sont un résumé des appels, mais on repart toujours de l'appel d'origine.
les entités chinoises ne peuvent pas participer, et on reviendra dessus notamment en cybersécurité, mais sur les Innovation Action, il est interdit aux entités chinoises. Toujours vérifier les accords d'association d'éligibilité. UK, depuis le 1er janvier 2024, c'est bon. Maroc, ce n'est toujours pas en accord d'association. Les applications duales sont interdites. C'est du non dual, le programme est non dual. Je vais vous demander à tous de couper vos micros, s'il vous plaît. Pour rappel, c'est enregistré. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Je vais devoir chercher Ok, ça y est, j'ai trouvé, merci. Désolé. Toujours regarder les appels financés précédemment et démontrer comment cette proposition les prend en compte, notamment dans ce qu'on appelle les open topics, donc c'est des topics qui ont été aperçus depuis 2022-2023, qui sont des appels ouverts, on y reviendra un peu plus tard, notamment on en est en 2027. Utiliser Copernicus, Galileo et EGNOS, donc utiliser au maximum des données européennes. CERIS, bien entendu. Alors, quels sont les impacts qui sont évalués, la valeur ajoutée pendant et après le programme? Donc, ce qui est regardé, c'est l'impact sociétal, l'impact scientifique et l'impact économique. Les priorités, c'est soutenir la priorité politique de l'Union européenne en matière de sécurité civile et de cybersécurité, répondre aux exigences en matière de capacité, garantir des résultats éthiques soutenus par la société avec la dimension sciences humaines et sociales, et enfin de créer un marché pour une industrie de sécurité européenne compétitive. Je laisse maintenant la parole à Sylvie Gangloss, que je vais laisser se présenter et qui va nous présenter les domaines SHS. Bonjour à tous, donc je suis Sylvie Gangloff, je coordonne le PCN Cluster 2, qui est le PCN qui couvre les projets en sciences humaines et sociales, et ce PCN est également en charge des volets sciences humaines et sociales dans les autres clusters. Alors, je vais vous présenter ici, durant cette matinée, les appels 2026 du cluster 3 où il y a des volets importants SHS. En fait, ça ne concerne que 4 appels. Et puis, dans l'introduction du programme de travail 2026-2027 de ce cluster, il y a un certain nombre d'enjeux, de dimensions transversales, des cross-cutting issues qui sont mentionnés et plus particulièrement les sciences humaines et sociales. Le premier de ces points, c'est la résilience des sociétés et de la démocratie ou des démocraties de façon générale. Alors, de quoi s'agit-il en 2 mots? Il s'agit alors essentiellement de protéger nos sociétés contre ces nouvelles menaces dites hybrides, et c'est mentionné tel quel dans l'introduction du programme de travail, à savoir essentiellement ce qu'on appelle les FIMI, Foreign Information Manipulation and Interference, à savoir les manipulations, les campagnes de désinformation et autres manipulations d'origine étrangère. Pour aller vite, ça va des campagnes de désinformation et des fake news jusqu'aux manipulations des processus électoraux par certains pays que nous ne mentionnerons pas. Voilà. Donc, il s'agit essentiellement de ce type de problématique, mais il s'agit aussi, bien au-delà de ces campagnes de désinformation, de la confiance, et plutôt du manque de confiance, dont font preuve nos citoyens en France et en Europe de façon générale vis-à-vis de notre système démocratique, à savoir qu'il y a une remise en cause générale
qui porte sur la probité de nos représentants, à savoir de nos élus, sur leurs compétences. Il y a un problème de manque de confiance dans nos médias et un problème de manque de confiance dans l'utilisation de nos données. Cette question de build trust est régulièrement évoquée dans les appels du cluster 3, car les pouvoirs publics et les autorités ne peuvent plus, et entre autres les autorités qui sont en charge de la protection des citoyens, ne peuvent plus, ne peuvent pas aujourd'hui ne pas prendre en compte ces variables dans la mise en place de leur politique. À savoir, quel que soit le système que vous allez tester, que ce soit en termes de protection des espaces publics, de lutte contre la criminalité, que vous allez tester, vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte ce manque de confiance des citoyens dans la mise en place de cette politique parce que ça risque de remettre en cause la politique que vous aurez testée et décidée. Donc ça, c'est le premier des points des points mentionnés dans ces aspects transversaux dans l'introduction. Le deuxième, c'est le volet transition digitale. Donc transition digitale qui crée son lot de vulnérabilités dites imprévues, unforeseen vulnerabilities, qui offrent. Alors premièrement, il s'agit en fait surtout des nouveaux moyens que cela offre aux réseaux criminels, mais aussi de tout ce qui relève des cyberattaques et de la cybercriminalité. Voilà, donc de nouvelles vulnérabilités à prendre en compte. Le troisième volet mentionné dans cette introduction, c'est la transition verte et donc transition verte et sécurité civile. Alors, il s'agit premièrement, tout d'abord, de la multiplication des désastres naturels, inondations, feux de forêt, etc., dont bien évidemment il est question dans le cluster 3, et la multiplication de ces désastres est une question à traiter, plus les inévitables migrations à venir à cause des changements climatiques. Bon, bah, la sécheresse dans les pays du Sud fait que les gens ne peuvent plus vivre là et donc forcément, cela va crée déjà et cela va créer dans le futur de très, très massives vagues de migration. Là encore, les chercheurs en SHS, que ce soit des géographes ou des sociologues, sont tout à fait qualifiés pour travailler sur ce type de choses. Enfin, troisième point, il s'agit aussi dans cette question de transition verte de ce qu'on appelle les crimes environnementaux et bah, j'en reparlerai dans quelques minutes puisqu'il y a un appel qui porte précisément sur cette question en 2026. Jean-Florian, je te laisse passer la slide suivante. Le quatrième point, la quatrième question transversale qui est mentionnée dans cette introduction, c'est s'assurer que les mesures proposées sont légales, éthiques et acceptées par les citoyens. Alors ça veut dire, premièrement, respect des normes éthiques et légales. Alors le respect des normes éthiques et légales, c'est l'adéquation des politiques que vous allez proposer avec la législation, d'accord, nationale et européenne. Donc là, il y a un certain nombre d'appels dans lesquels vous aurez besoin de juristes pour vérifier cette adéquation. Le deuxième point, c'est de ce respect des normes éthiques et légales, c'est la légalité de l'accès et de l'exploitation de certaines données, hein, parce que vous allez collecter des données dans le cadre d'activités de détection de trafic ou de terrorisme. Donc il vous faut veiller au respect de la propriété privée, comment ces données sont collectées, comment est-ce que vous allez qui les visionne, dans quel contexte, sur quel motif, comment elles sont anonymisées, le cas échéant, etc. Voilà. De façon générale, la légalité des procédures et des droits fondamentaux et autres questions éthiques sont des questions qui sont aussi prises en charge par les sciences humaines et sociales. Dans ce quatrième volet transversal, il y a également un autre volet, sous-volet, qui est celui de l'acceptabilité sociale. Alors, l'acceptabilité sociale, ça veut dire que l'on va vérifier la conformité d'un changement, d'une proposition, d'une nouvelle politique publique, d'une innovation technologique ou d'une méthode, d'un changement quelconque, avec les attentes de la population, avec ses besoins, qu'on va vérifier que ça ne va pas contrevenir à leurs craintes, à leurs peurs. Euh, on va vérifier quel est l'impact, on va analyser l'impact de cette politique ou de cette innovation sur ces populations, impact social, économique, etc. Donc, on va analyser les potentielles réactions de la population.
Donc, cette acceptabilité, on revient à la question du public trust aussi, hein, parce que c'est une acceptabilité qui est culturelle et sociale, à savoir que certaines populations vont être réticentes. On pense à la question de la protection des espaces publics, on pense, bon, ça touche plein de sujets relatifs au cluster 3. Donc, on va vérifier la question, enfin, les réticences d'ordre psychologique, humaine, culturelle de la population, mais c'est aussi une question politique, puisqu'on en revient à la question du public trust, c'est-à-dire de la confiance dans nos représentants et dans les politiques qui sont mises en place. Donc l'acceptabilité, elle est sociale, elle est culturelle, elle est politique, sociétale de façon générale. Une politique publique ne peut pas être conçue sans prendre en compte l'ensemble de ces volets. Prenez en compte, par exemple, ne serait-ce que penser à la question que tout le monde connaît, enfin au sujet que tout le monde connaît et a connu du Covid, à savoir que quels que soient les impératifs d'ordre, là en l'occurrence sanitaire, mais dans le cas du cluster 3, sécuritaire, même si l'impératif sécuritaire appelle à la mise en place d'une certaine politique, eh bien il faut vérifier que la population est prête, bon, dans le cas du Covid, à un nouveau confinement, à ceci, à cela, voilà, et qu'il y a des réticences politiques sur la vaccination, etc. Bon, je prends l'exemple du Covid parce il est parlant pour un peu tout le monde. Et le troisième sous-volet de cet aspect transversal sur le respect des questions légales, éthiques et l'acceptation par les populations, c'est ce qu'on appelle l'innovation sociale, là encore expressément mentionné dans l'introduction du work programme du cluster 3. L'innovation sociale, c'est une façon d'engager les citoyens. Ce n'est pas un objet de recherche, c'est une méthode. C'est une méthode qui vous demande, enfin ce sont des méthodes, hein, parce qu'en sciences humaines et sociales, on a un ensemble de méthodes dites participatives qui vous permettent d'impliquer les citoyens, les usagers, enfin les concernés, les principaux concernés, dans la mise en place d'une solution politique, économique ou technologique, d'accord? Donc on vous demande, community should be engaged, donc de travailler avec les citoyens, de façon à ce que vous parce que si vous testez en termes sécuritaires, je ne sais pas, en termes réaction de la population, services d'urgence quand il y a des catastrophes, que vous testez la façon dont les différents services d'urgence vont pouvoir, et de police et de sécurité vont pouvoir se coordonner, sans prendre en compte que bien la population avec les téléphones portables, eh bien, va attirer un certain nombre de curieux, bah, il faut gérer le fait qu'il y a une foule qui n'était pas prévue lorsqu'on a fait des tests virtuels, et qu'il faut gérer cette foule qui risque d'entraver l'ensemble du process que vous avez testé au préalable. C'est un exemple bien connu, il y en a bien d'autres qui veulent vous dire que il faut prendre en compte ce volet humain. On y reviendra parce qu'il y a un appel dont je vais parler dans quelques instants, qui porte plus précisément sur ces questions-là. Enfin, le dernier volet de ces cross-cutting issues, c'est les questions de vulnérabilité, d'inclusion et de personnes, enfin, officiellement, personnes, enfin, il est noté, personnes vulnérables et désavantagées. C'est-à-dire, on vous demande de prendre en compte de ce volet humain, que ce soit dans la coopération des services d'urgence, dans la détection dans les réseaux criminels, dans la cybercriminalité, voilà, de prendre en compte le volet humain, savoir qu'il y a des gens dits vulnérables, c'est les enfants, les SDF, les sans-papiers, et donc des personnes qui sont plus susceptibles d'être victimes de trafic d'êtres humains, par exemple, et qui doivent être l'objet d'une attention particulière. Donc ces vulnérabilités sont aussi des vulnérabilités sociales parce que, par exemple, les personnes isolées sont plus susceptibles d'être la cible de cybercriminalité, par exemple. Voilà. Il est question de personnes en situation de vulnérabilité et d'une autre catégorie qui sont les personnes désavantagées et non pas vulnérables, à savoir les femmes et les LGBT qui, on a là 2 catégories qu'on vous demande de prendre en compte dans les aspects sociaux et humains de vos analyses. Voilà, on a fait là, j'en ai terminé pour ces aspects transversaux qui sont mentionnés dans l'introduction du programme de travail, qui sont donc à prendre en compte de façon générale, plus particulièrement dans certains appels, mais de façon générale dans l'ensemble des appels du cluster 3. Merci Sylvie, on te retrouve tout à l'heure pour les appels spécifiques. Nous allons donc continuer la présentation. Alors, concernant la destination du cluster 3, vous avez ici à la fois le budget qui est prévu, donc de 2021 à 2027, 1,6 milliard est doté pour le cluster 3, le programme de travail 2026-2027
est doté à hauteur de 388 millions. Et pour les appels à projets 2026, ce sera 187 millions qui seront consacrés. Sur ces appels à projets 2026, vous retrouvez la dilution selon les domaines d'intervention. Donc, pour rappel, 6 domaines d'intervention: la lutte contre le crime et le terrorisme, la protection des frontières, la sécurité et la résilience des infrastructures critiques. Ce seront les 3 domaines d'intervention qui seront présentés ce matin. La cybersécurité qui sera présentée demain matin. La résilience de la société face aux catastrophes et le renforcement de la recherche et l'innovation en sécurité qui seront présentés cet après-midi. Sur ces 6 domaines d'intervention, vous voyez notamment que la cybersécurité est la destination la plus dotée puisqu'elle capte 30% des financements. Le calendrier, notamment la deadline de clôture des appels, sachez que cette année, contrairement à ce qui avait pu être fait précédemment, nous avons des deadlines différentes. Si on est sur des appels cyber, donc cybersécurité, la deadline sera au 15 septembre 2026 et tous les autres appels, FCT, BM, RI, DRS et SSRI, la deadline sera au 5 novembre. Puisque en 2027, on retrouve là aussi un programme de travail qui est doté cette fois-ci des appels à projets qui sont dotés à 201 millions d'euros. Une dilution de ce budget-là avec la cybersécurité qui capte cette fois-ci 35% des budgets et des deadlines à peu près dans la même temporalité au 15 septembre 2027 et 4 novembre 2027 pour les appels hors cyber. Alors, vous avez ici, vous retrouvez les 6 destinations que l'on va présenter et vous avez à chaque fois le budget qui est prévu pour 2026. Donc, destination FCT, BM, RI, IC, DRS et SSRI. Alors, nous allons maintenant présenter les appels lutte contre le crime et le terrorisme. Donc, les appels lutte contre le crime et le terrorisme en 2026, c'est 6 appels, 10 lauréats, 40 millions d'euros, 2 Innovation Action et 4 Research and Innovation Action. Tout d'abord, l'appel... alors, excusez-moi, vous avez ici une planche qui permet de résumer les 6 appels avec l'appel FCT 02 qui est dans une couleur différente, puisque c'est un open topic. Alors, attention, quand on a un open topic, c'est-à-dire que c'est au consortium de présenter la problématique auquel il va répondre. Et il doit s'assurer que cette problématique n'a pas déjà été financée dans les précédents appels. Je laisse maintenant la parole à Sylvie Gangloff pour nous présenter l'appel FCT 01 avec une synergie en sciences humaines et sociales. Donc j'entame le bal. Avec ce premier appel dont finalement que j'ai vaguement mentionné, dans l'introduction, puisque c'est un appel qui porte sur, la lutte contre les nouvelles criminalités liées au changement climatique. Alors de quoi s'agit-il? En fait, le contexte, c'est, des questions de biodiversité, la rareté des ressources, le dérèglement climatique suscitent de nouvelles activités, illégales et alimentent des réseaux criminels. Il s'agit par exemple de forages miniers, illégaux, d'utilisation illégale de ressources rares, notamment des ressources souterraines, de déforestation illégale, de trafic autour des déchets, de détournement d'eau, de trafic d'espèces en voie de disparition et autres diverses fraudes, financières comme le détournement des aides ou, le greenwashing. Donc on a un ensemble d'activités illégales, qui, se déploient suite à un contexte qui a donc, évolué. Alors et puis également, mentionné dans l'introduction nouveaux, de nouvelles vagues migratoires, à, anticiper, dans, les années à venir et de nouveaux trafics autour de ces migrations. Alors on vous demande 3 choses, donc vous pouvez traiter, tout ou partie de ces 3 attentes principales dans ce cadre thématique. Le premier point, on vous demande de faire, des analyses, analyse de ces nouvelles formes de criminalité, de quoi s'agit-il? Où est-ce que ça se passe? L'évaluer, en évaluer le coût financier, les conséquences, enfin que se passe-t-il? Donc premier point, analyse. Donc là, vous avez besoin de chercheurs,
notamment en sciences humaines et sociales. Deuxièmement, on vous demande de former les autorités, policières, donc de les doter de moyens, non seulement de moyens technologiques, mais également, de connaissances pour qu'ils comprennent, ce qui se passe. Là, on vous demande notamment de travailler avec l'agence, de l'Union européenne pour la formation des services répressifs, donc former les autorités policières et troisième point, informer les décideurs politiques, donc de faire des recommandations de politique publique. Donc vous avez 3 volets: analyse, formation, information. Voilà. Donc on vous demande là aussi, un volet sociétal et technologique, équilibré dans, le traitement de cette, problématique. Voilà. Donc c'est un appel où il y a 8 millions qui sont mis sur la table, donc 2 projets à 4 millions seront sélectionnés. Le TRL est de 5 et vous devez impliquer au moins 2 law enforcement agencies et donc là plus spécifiquement des polices, gardes frontières, qui, vont, travailler sur le volet, migratoire aussi et travailler avec, Europol Innovation Lab. Voilà pour ce premier appel du FCT. Merci, je prends la main pour le deuxième appel. Donc, appel FCT 02. Donc, c'est un open topic sur la prévention et la lutte contre l'utilisation abusive de technologies émergentes à des fins criminelles, y compris liées à l'accès légal des données. Ce sera 2 projets financés pour un montant global de 9 millions, donc 4,5 millions chacun. C'est une RIA avec un niveau de TRL attendu en fin d'appel de l'ordre de 5 en fin de projet. Le consortium doit intégrer au moins 2 autorités de police d'au moins 2 États membres de l'Union européenne ou de pays associés. Et il est fortement recommandé des coopérations avec Europol, CEPOL et l'EU Drugs Agency. Les résultats attendus sont tous parmi, donc si c'est tous parmi, c'est qu'on ne peut pas faire le choix parmi les résultats attendus. Donc, de disposer d'outils, de méthodologies et de programmes de formation accessibles et validés pour anticiper et faire face à l'utilisation abusive des technologies nouvelles et émergentes à des fins criminelles. Le renforcement de la collaboration interdisciplinaire au niveau européen grâce à la mise en place de partenariats entre les technologies, les décideurs politiques, les autorités policières. Et enfin, la création de lignes directrices et de cadres clairs, notamment en matière de procédures et de règles, qui garantissent un accès légal aux données en équilibrant les besoins de sécurité et le respect de la vie privée. N'oubliez pas, tout projet européen doit avant tout répondre à la réglementation européenne. L'appel FCT 03, donc un projet à 5 millions, c'est une IA avec un niveau de TRL attendu en fin de projet de l'ordre de 6 à 8, donc on est proche de la commercialisation, on est sur un produit beaucoup plus avancé, très capacitaire. Donc c'est un projet qui a pour destination un appel à projet qui a pour destination la prévention et les enquêtes sur les personnes disparues. Les objectifs sont tous ou certains parmi. Lorsqu'il est précisé tous ou certains permis, je vous conseille de maximiser le nombre de résultats attendus puisque les niveaux, les dépôts sont très concurrentiels. Améliorer les compétences, les outils et les programmes de formation destinés aux autorités policières et aux organisations de la société civile afin qu'elles puissent travailler avec des groupes à risque et prévenir la disparition. Des outils et des méthodes d'enquête améliorées par les autorités de police européennes afin de traiter les affaires classées sans suite dans un contexte de personnes disparues. Des programmes de formation modernes pour les autorités policières, amélioration de leur coopération transfrontalière et renforcement des outils et des méthodes pour traiter les nouveaux cas de personnes disparues. Et enfin, une approche commune européenne enrichie, appliquée par les autorités policières en Europe pour lutter contre le problème des personnes disparues en s'appuyant sur les synergies entre la technologie, les connaissances socio-psychologiques, ainsi que l'expérience sur le terrain pour les autorités policières chargées des victimes, tout en respectant pleinement les droits fondamentaux tels que la vie privée, la protection des données à caractère personnel et l'anonymat des victimes. Sachez que sur cet appel, il a été clairement identifié comme une IA, que toute entité légale chinoise, entité juridique contrôlée directement ou indirectement par la Chine ne peuvent pas participer à cet appel. Il faut au moins 3 autorités de police et 2 organisations de société civile d'au moins 3 États membres qui rejoignent le consortium, et la coopération avec le CEPOL est fortement recommandée. Appel FCT 04, je laisse la main à Sylvie Gangloff. Oui, donc un nouvel appel avec un volet, sciences sociales, prononcé. Cet appel porte sur le lien entre, les addictions et la criminalité.
Alors ils définissent dans l'appel les addictions comme, couvrant, jeux, drogue et alcool. Bon, je pense que on est un peu d'accord sur le fait que c'est les nouvelles drogues, très addictives qui sont, particulièrement ciblées. En tout cas, ce lien entre criminalité et addiction, il est, défini sur, 2 volets, à savoir premièrement les crimes qui sont commis sous influence et deuxièmement les crimes qui sont commis pour payer, sa drogue ou ses dettes de jeu. Donc, ces addictions, là encore, suscitent, une criminalité qui est pas forcément une criminalité organisée, mais une criminalité. Donc on vous demande, eh bien, comme l'appel, précédent, un volet analyse, donc analyser ces nouvelles formes de criminalité. On vous demande également, de former les différents intervenants et de les mettre en relation. On parle là notamment de créer des liens, donc il vous faut inventer des structures où on peut, où ces différents intervenants peuvent interagir. Il s'agit bien évidemment des officiers, de police, mais aussi de l'ensemble des associations, des psychologues, qui interviennent sur le terrain et des entités locales puisque, bon, ben, c'est un ensemble de, différents types de services qui peuvent intervenir sur ces questions. Je pense là notamment, bien évidemment, à la drogue. Donc créer des espaces de collaboration et définir des moyens où l'ensemble des intervenants pourraient un peu plus se échanger. On vous demande troisièmement de tester, de proposer, des, modes de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention, des addictions et des crimes liés, à ces addictions? Là encore, on vous demande de réfléchir à des programmes de formation, des officiers de police et de passer entre autres par le CEPOL, hein, l'Agence, de l'Union européenne de formation des services répressifs. Et dernier volet, qui est un volet un petit peu différent, on vous demande de, réfléchir à la façon dont ces affaires criminelles sont traitées au niveau juridique, donc par le système de justice, les systèmes de justice européens. Donc il y a un volet juridique, là encore, on demande à ce qu'un certain nombre de juristes soient, présents dans l'appel. On vous recommande fortement de prendre en compte l'aspect gender, la dimension gender et donc lien entre addiction et crime selon les milieux sociaux, femmes, hommes, et différents groupes, marginalisés. Voilà, c'est un appel, où 2 projets à 3 millions seront sélectionnés. Le niveau TRL est de 5 et on vous demande de travailler avec et le European Union Drug Agencies, le CEPOL et d'impliquer au moins 2 law enforcement agencies et des organisations, enfin, qui relèvent de la société civile et qui donc ont en charge, les questions de prévention et de traitement, des, personnes, addictes dans l'espace, public. Voilà pour le FCT, 04. Hem Le suivant, FCT le 05. FCT 05, c'est également un projet en sciences humaines et sociales, avec des volets sciences humaines et sociales, importants. Donc c'est un appel, pardon, pas un projet, un appel qui porte sur, les actes de violence qui sont commis par des individus isolés dans des lieux clos, type école, lieux de culte, qui sont expressément mentionnés, dans l'appel. Donc là, on vous demande encore de réaliser une analyse et de disséminer cette analyse auprès des professionnels. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vous demande, deuxièmement, et ça c'est un point important, c'est un point très sciences, sociales, de détecter les premiers signes, d'isolement et de radicalisation. Alors, ça c'est compliqué, ça vous demande une implication des sciences humaines et sociales importante. On s'est beaucoup cassé les dents sur, comment, dresser des profils, de, radicalisés et de futurs radicalisés, sur les questions terroristes. Parce que ça relève autant, de motivations individuelles et donc là, il faut comprendre l'environnement, parce qu'il y a des environnements qui sont plus favorables. Ça relève de l'éducation, ça relève de la psychologie des individus. Donc c'est complexe de dresser, ces profils, de dresser, si vous voulez, de décrire un mécanisme qui amènerait, plus souvent à un isolement et conduirait à, un passage à l'acte. Parce que alors le passage à l'acte fait également l'objet d'études, dans la sociologie, parce que, des annonces, on en a beaucoup, mais du passage à l'acte, c'est un peu différent. Donc là aussi, on essaie de
détecter les donc on travaille sur des vulnérabilités, sur des risques psychosociaux, des environnements plus vulnérables et des conditions spécifiques de passage à l'acte, tout un ensemble de domaines qui relèvent des sciences humaines et sociales. Donc ça, c'était le deuxième point, détecter les premiers signes d'isolement. Troisième point, on vous demande d'équiper les lieux dits, à savoir les écoles, les lieux de culte, différents bâtiments, qui relèvent de l'administration publique et qui sont accessibles au public, de, moyens technologiques et sociétaux. Donc là aussi, c'est des questions de sensibilisation, des personnels qui travaillent dans ces établissements pour éventuellement y détecter, des signes. Donc ça, c'est un troisième point, équiper et donc là, j'insiste, de moyens technologiques et sociétaux. Enfin, quatrième point, c'est améliorer là aussi, on retrouve fréquemment cet aspect, améliorer les échanges entre différents types de praticiens, d'intervenants, à savoir ici les autorités de police et le personnel qui travaille dans les écoles, les lieux de culte, les administrations, et cetera. Voilà. Donc il vous faut, regrouper des spécialistes, de différents domaines et notamment des sociologues et des psychologues qui travaillent sur les signes, les premiers signes d'isolement et les mécanismes qui conduisent, au passage à l'acte. 2 projets de 4,8 millions seront sélectionnés. Le niveau TRL est de 6 à 8. C'est une innovation action et on vous demande d'intégrer des law enforcement agencies, bien sûr, et des organismes qui relèvent de la société civile. Alors attention sur cet appel, vous devez, comme dans tous les appels, sur cluster, cluster 3 et autres inclus, à un moment, quand vous, rédigez votre projet, vous devez prendre en compte les projets qui ont déjà été sélectionnés sur des thématiques similaires ou complémentaires, enfin proches, voilà. Ici, 2 appels sont expressément mentionnés, 2 autres, précédents appels sont mentionnés, qui sont d'abord le FCT, 0104 de 2024 qui portait sur les radicalisations des femmes, donc un volet gender avec donc là, voir, le projet sélectionné sur cet appel pour voir éventuellement créer des synergies avec, une ou des équipes sur ce projet. Et puis un appel du cluster 2, puisque sur le cluster 2, on a beaucoup de choses sur, la radicalisation également, donc qui est un appel de 2025 qui porte plus spécifiquement sur, les radicalisations, en ligne et donc le rôle des chambres d'écho, le rôle des algorithmes dans ces processus de radicalisation qui donc, en l'occurrence, conduisent à des isolements et après éventuellement, malheureusement, à des actes, de violence. Voilà, j'en ai fini pour, cet appel. J'ai été peut-être un peu longue, je m'en excuse. Aucun problème, c'est très bien. Merci Sylvie. Appel FCT 06, donc la prévention, l'atténuation et l'utilisation abusive de la biologie synthétique à des fins de bioterrorisme. Nous sommes dans la menace NRBC sur le B de la menace NRBC. Un projet à 3 millions, c'est une RIA avec donc un volet recherche, puisque le niveau de TRL attendu en fin de projet est de 4 à 5. Les résultats attendus, c'est une meilleure compréhension par les décideurs politiques européens, la communauté scientifique, les entreprises de biotechnologie et les professionnels de la sécurité concernés de la menace que représente aujourd'hui le bioterrorisme, aujourd'hui et à venir, et de la biologie synthétique, y compris une analyse juridique approfondie de ce qui doit être surveillé dans ce contexte et de ce qui doit être réglementé dans la manière de faire. Sensibilisation de la communauté scientifique concernée à la manière dont la recherche en biologie synthétique peut être utilisée à des fins malveillantes. Une coopération avec l'EU Drugs Agency est fortement recommandée. Alors maintenant, les appels FCT 2027. Donc pour rappel, là, nous avons présenté les appels 2026. Les appels 2027, eh ben, ils ont une date de clôture beaucoup plus éloignée. L'intérêt que vous avez, c'est que vous pouvez dès à présent les connaître. On va juste présenter une liste ici. Donc 5 appels, 9 lauréats, 36 millions d'euros, 4 IA, une RIA. Vous avez juste ici une liste des titres si c'est des sujets qui vous intéressent, mais sachez que dans un an à peu près, donc en décembre 2026 ou janvier 2027, nous ferons la même session de webinaire pour spécifiquement présenter ces appels 2027. Aujourd'hui, on se focalise quand même sur les appels 2026. Donc en 2027, on aura des sujets autour de l'outil de détection et enquête en ligne pour les préjudices utilisant un modèle de cycle de développement court, méthode agile. La police de proximité sur les sociétés multiculturelles en Europe. 2 open topics, un sur le renforcement de la prévention et de la détection et la dissuasion des problèmes sociétaux
liées à diverses forces de criminalité, ainsi qu'un open topic sur le renforcement de la sécurité des citoyens contre le terrorisme, y compris dans les espaces publics. Et enfin, un appel sur la réponse efficace et fondée sur les données probantes à la disponibilité et à la consommation accrue de drogues synthétiques, et de stimulants en Europe. Nous allons maintenant basculer sur la deuxième destination, border management, protection des frontières. Alors sur cette destination 2026, nous avons 3 appels, 5 lauréats, 21 millions de budget. Il y a une IA et une CSA, Coordination and Support Action. Donc les trois appels, c'est la surveillance avancée des frontières et la connaissance de la situation. BM01, BM02, la facilitation des voyages, et le BM03, la fiabilité des méthodes d'évaluation de l'âge dans le contexte de la sécurité et de la gestion des frontières. BM01, surveillance avancée des frontières et des connaissances de la situation. 2 projets, 12 millions d'euros, donc pour chaque projet, c'est environ 6 millions d'euros. C'est une IA avec un niveau de TRL attendu en fin de projet de 6 à 7. Des consortiums qui forcément intègrent à minima 2 gardes-frontières ou gardes-côtes d'au moins 2 États membres, comme à chaque fois les appels border management, pour ceux qui en ont l'habitude. Amélioration. Donc les résultats attendus, c'est tous ou certains parmi les résultats suivants. Amélioration de la détection, de la localisation, de la caractérisation et le cas échéant de la neutralisation des véhicules sans pilote, seuls ou en essaim, appliqués dans les activités de trafic ou de contrebande à travers les frontières extérieures, dans le respect des directives juridiques. L'amélioration de la connaissance de la situation aux frontières, en particulier dans un contexte de mouvements transfrontaliers à grande échelle de personnes, y compris ce résultat d'une instrumentalisation potentielle de la migration irrégulière, des conflits, des tensions sociales, économiques, environnementales ou climatiques. Une meilleure promotion et protection des droits fondamentaux. Et enfin, la capacité de détection et de réaction fiable et redondante sans mettre en danger le personnel de la société. Le personnel et la société. Désolé, je vais devoir couper les micros. Appel BM02, 2 projets, 8 millions d'euros. C'est une IA avec un niveau de TRL attendu en fin de projet de 6 à 7. Cette fois-ci, l'objectif, c'est la facilitation des voyages, amélioration de la facilitation automatisée, fiable et sécurisée et simplifiée des déplacements, du passage des frontières au point de passage frontalier, des procédures de visa grâce à une approche intégrée, un risque de partialité minimisé et un accès à tous les voyageurs, réduisant ainsi au minimum la fracture numérique. Des solutions facilitées avec la même approche adaptable par tout le personnel européen chargé des contrôles aux frontières. Et enfin, la réduction de la charge de travail et l'amélioration de la sécurité, de l'expérience utilisateur et des performances du personnel impliqué dans la gestion des frontières. Cette thématique, en fait, on la retrouve, ce type d'appel, on le retrouve pratiquement chaque année. L'objectif, c'est de gérer au mieux les frontières, le transfert de personnes aux frontières, que ce soit espace Schengen, hors espace Schengen, dans l'Union européenne, hors Union européenne. Au moins 2 gardes-frontières ou gardes-côtes d'au moins 2 États membres ou États associés de l'Union européenne. Et enfin, pour terminer, un dernier projet. C'est un projet doté à 1,33 million d'euros. C'est une CSA, donc quand on est dans une CSA, ce qu'on souhaite, c'est tester et évaluer des solutions déjà existantes. Donc il n'y a pas de niveau de TRL attendu. En fait, ce sont les solutions techniques qui existent, mais on souhaite vérifier l'intérêt de ces solutions technologiques. Donc, améliorer la protection des mineurs, notamment grâce à des évaluations de l'âge plus fiables, de la réduction au minimum du recours et des méthodes d'évaluation de l'âge intrusif. Améliorer l'adaptation, la préparation et la coopération des autorités dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'élargissement des connaissances européennes sur la fiabilité, la précision et l'efficacité des méthodes d'évaluation de l'âge. Grosso modo, si on résume l'appel, on souhaite pouvoir, à la frontière, savoir si les personnes qui passent sont des mineurs ou des majeurs, puisque la juridiction
quand on est différente selon si on est face à des mineurs ou des majeurs. Au moins 2 gardes-frontières, d'au moins 2 gardes-côtes et au moins 2 gardes-côtes d'au moins 2 États membres ou États associés. Une liste des appels BM en 2027, 3 appels, 8 lauréats, 30 millions d'euros. Il y aura un open topic sur la recherche et l'innovation et la gestion efficace des frontières extérieures de l'Union européenne qui promeut le droit fondamental et les valeurs de l'Union européenne. Un appel 2027 BM02 sur des identifiants de voyage numériques fiables, sécurisés et de qualité. Et le 2027 BM03, la détection et la caractérisation des menaces ou des marchandises illégales ou de contrebande dans les cargaisons. Nous en avons terminé avec les appels Border Management et je vais maintenant laisser la parole à Frédéric Verland, mon homologue au Cluster 3, qui va nous présenter les appels Résiliente Infrastructure. Bonjour à tous. Donc on fait à plusieurs voix, comme vous le voyez. Donc sur les infrastructures critiques et la résilience des infrastructures critiques, on va avoir en 2026 3 appels avec 5 lauréats. Donc sur 2 appels, il y aura plusieurs lauréats. Pour un budget global de 22,6 millions d'euros. Donc il y aura 2 Innovation Action et une Research and Innovation Action. Donc ça, c'est pour 2026. Alors, voilà les sujets. Alors, de manière générale, sur les infrastructures critiques, vous verrez que les objectifs sont toujours les mêmes, c'est de suivre et d'appliquer finalement les directives européennes REC et NIS 2. Et surtout, il y aura une dimension importante qui sera présente dans l'ensemble des appels, qui est liée au fait que la sécurité, maintenant, c'est pas que de la sécurité physique, c'est une sécurité physique et numérique, avec aussi des aspects hybrides. Donc, ça reviendra souvent. Et il y a une caractéristique qui est un peu renforcée dans les textes, que ce soit au niveau du chapeau de la destination, au niveau des appels, qui est liée au fait qu'on veut un peu plus de souveraineté. Donc, la notion de chaîne logistique et d'infrastructure, mais aussi avec toute son extension en termes de fourniture ou de chaîne logistique est à prendre en compte. Donc c'est une dimension à ne pas négliger puisqu'on veut, et on l'a peut-être pas assez dit encore, mais la fin du programme 2000 Horizon Europe, et certainement ce sera le cas du prochain programme, va renforcer de plus en plus la notion de souveraineté européenne, donc en particulier sur les infrastructures critiques. Donc on a 3 sujets en 2026. Outils et processus pour soutenir les tests de résistance des infrastructures critiques. Donc là, il faut vraiment valider le fait que nos infrastructures soient résilientes, entre guillemets, et donc avoir des capacités à tester cette résilience. Les défis sécuritaires de la transition écologique dans les zones urbaines et périurbaines. Donc comme l'a mentionné Sylvie, cette dimension climatique, transition climatique, on peut dire, ou transition écologique, est à prendre en compte parce qu'elle met à défaut, elle pourra mettre à défaut un certain nombre de nos ressources critiques et de nos capacités à les garantir en continuité de service, que ce soit dans les zones urbaines et périurbaines. Et puis, le dernier sujet 2026, c'est capacité innovante ciblée pour la résilience des identités critiques face aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, avec ce que je disais, les scénarios hybrides. Donc, on aura à la fois des effets provoqués par des actes terroristes ou malveillants, combinés à des phénomènes de catastrophes naturelles qui vont fragiliser et qui vont créer des vulnérabilités sur nos infrastructures. Donc, si on passe à la planche suivante, donc le premier sujet, je vais passer la parole à Sylvie, parce qu'il a une forte synergie avec les sciences humaines et sociales. Voilà. Merci Frédéric. Alors donc, il s'agit, comme Frédéric vient de le dire, de tester la résilience de nos infrastructures. Et donc ici, on vous demande de faire des tests, hein, sur ces infrastructures, des tests de vulnérabilité, d'adaptation, de construire des scénarios, d'améliorer les process de gestion des incidents, donc de faire des simulations. Également,
de tirer les enseignements des précédents, des enquêtes post-incident sur les précédents incidents. Donc on vous demande surtout d'améliorer les process, de faire des simulations, de la modélisation de ces process, d'établir des scénarios. Donc on vous demande pour ces scénarios d'établir des scénarios à partir de situations réelles. Donc là encore, on en revient à ce que je disais à l'introduction, à savoir et d'une de mettre en place des méthodes d'innovation sociale, de co-création, de méthodes participatives, quel que soit le terme que vous utilisez pour le nommer. Donc de travailler avec des personnes réelles dans des contextes réels. Pourquoi? Parce que, l'humain, les individus, l'individu n'est pas un agent rationnel. Il réagit en fonction de biais cognitifs, en fonction de peur, en fonction de perception, en fonction d'un environnement, de ce qu'il a reçu comme enseignement, de sa vie personnelle, de son environnement social, culturel, en fonction d'un certain nombre de choses. Les réactions individuelles, ce qu'on appelle de public behavior responses, individuelles et collectives, dans l'urgence et à moyen terme, sont à analyser parce que les mécanismes de prise de décision, quand il y a un problème, quand faut gérer on est personnel dans l'infrastructure, on doit gérer un problème. Donc là, il faut analyser ces mécanismes de prise de décision, de gestion dans l'urgence, dans des situations réelles. Donc, il est d'ailleurs expressément mentionné dans l'appel simulation de collaboration dans des situations de stress. Donc voilà, vous devez construire des scénarios à partir de tests réalisés dans des conditions réelles. Là encore, c'est un appel qui demande à ce que le travail soit réalisé en collaboration avec des sociologues et des euh, psychosociologues, parce que ce volet-là est important. Par ailleurs, il y a un cadre législatif important à prendre en compte. Donc, outre les sociologues et psychologues, je recommande fortement la présence, d'à minima un juriste dans, le consortium, qui répondra à cet appel et de prendre en compte, comme d'habitude, c'est un maintenant, voilà, la dimension, genre, dans l'appel. S'il y a des, réactions différentes, là encore, hein, ce sont des conditionnés, quand on est homme, femme, de façon un peu différente. Donc ce volet-là est à prendre en compte. Donc c'est un innovation action. 2 projets de 4,8 millions seront, sélectionnés. Vous devez, donc le niveau TRL est de 6-7. Vous devez, intégrer dans le consortium des forces de police, enfin law enforcement agencies, des opérateurs d'infrastructures critiques, autorités responsables de résilience d'infrastructures, enfin voilà ce type de et impliquer le GRC, après sans comme toujours sans fond quoi, le Joint Research Center de la Commission européenne où ils ont, travaillé sur ces questions. Voilà pour cet, appel. Merci. Merci Sylvie. Juste un point qui est présent aussi dans ce deuxième appel. Une chose qu'on n'a pas mentionnée depuis le début, là, on a indiqué lump sum, c'est que pratiquement l'ensemble des projets qui vont être proposés en 2026 et en 2027, je crois il n'y a que 3 exceptions sur l'ensemble des 45 projets des 2 années, sera en lump sum, c'est-à-dire en somme forfaitaire. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas cette expérience, ça a démarré fortement en 2025 et c'est maintenant généralisé parce que les retours sont très positifs. La manière dont les projets sont gérés d'un point de vue financier est basée sur ce qu'on appelle des sommes forfaitaires, c'est-à-dire que vous allez, dans vos projets, détailler l'ensemble des actions et des tâches. Attaché à ces tâches, il y aura un budget et vous ne serez financé, payé par la commission qu'une fois vos tâches terminées. Ce qui veut dire que ça ça vous oblige à structurer votre projet d'une certaine manière. Donc on pourra revenir là-dessus et il y a des liens sur le site des points de contact nationaux sur les mécanismes à mettre en place et comment implémenter proprement des lump sums, des sommes forfaitaires, puisque c'est un mécanisme qui se généralise pratiquement à l'ensemble du programme. Voilà, donc je voulais juste mentionner ça. Il y a aussi une restriction qui devient importante sur les infras, j'aurais dû le mentionner.
il y a des thématiques comme les infrastructures critiques, comme on le verra sur la cyber, et qui sont très sensibles d'un point de vue sécuritaire, donc en termes d'utilisation des données, en termes de diffusion d'informations. Pareil, la Commission a mis en place un mécanisme de contrôle, de transfert de la propriété. C'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets, ils ne souhaitent pas que les résultats des projets européens soient tout de suite partent à l'étranger, entre guillemets, partent un peu ailleurs. Et donc, si à l'issue du projet, vous souhaitiez fournir une licence exclusive à un partenaire ou à un investisseur quelconque, la Commission se donne le droit, au moins pendant les 4 ans qui suivent le projet, d'avoir un droit de regard et notamment si, en particulier si c'est une licence exclusive. Si ce n'est pas une licence exclusive, ce n'est pas un problème. Si c'est une licence exclusive, la Commission peut avoir ce contrôle-là. Donc ça montre un peu le caractère sensible de ces projets pour lesquels on veut que les résultats et le financement européen retournent à l'Europe d'une certaine manière. C'est fortement mentionné sur notamment la destination infra, et on le verra aussi sur cyber security. L'autre point étant aussi les règles que Jean-Florian vous a rappelées sur le contrôle chinois, c'est-à-dire les organisations à contrôle chinois, que ce soit directement des entités chinoises ou des entités contrôlées en Europe, contrôlées par des structures chinoises, ne sont pas autorisées dans le consortium. Et alors, c'est déjà été introduit dans le passé, en 2024 et 2025 en particulier, ou même avant, des limitations sur, justement, si vous devez utiliser dans ces projets des capacités de réseau de communication, il y a des restrictions sur les fournisseurs de technologies, notamment chinois. Ça, c'est des choses qui ont été déjà publiées dans le passé, mais c'est à rementionner. Donc, donc c'est vrai pour l'infra 01, en dehors de ce que Sylvie a pu décrire sur l'aspect sciences humaines et sociales. C'est vrai, vous allez voir sur un certain nombre d'appels, c'est le genre de points importants, que ce soit lump sum, transfert de propriété, aspect sécurité et participation des entités chinoises ou opérateurs ou fournisseurs de technologies de communication. Et là, sur le sujet numéro 2 des infrastructures critiques, on revient à la problématique de transition écologique, enfin green transition écologique, et son impact dans les zones en particulier urbaines et périurbaines, tant au niveau de la sécurité civile que de la sécurité cyber, avec justement ce que ces technologies innovantes peuvent amener comme potentiel, comme risque nouveau, comme risque potentiel nouveau. On pense naturellement au problème des batteries, mais c'est beaucoup plus large que ça. Si on introduit un certain nombre d'éléments nouveaux, de technologies nouvelles, notamment les grilles ou d'énergie autre, on a peut-être des vulnérabilités supplémentaires, à la fois cyber ou physiques. Donc voilà, c'est vraiment ça le thème à traiter. En quoi ces technologies innovantes à la transition verte peuvent représenter des risques et comment les amoindrir ou les identifier, déjà les identifier, les mesurer et pouvoir lutter contre et se protéger face à ces nouveaux risques. Sachant qu'il y avait une dimension aussi que je voulais mentionner simplement aussi, dans cette, même si ce n'est pas identifié comme tel, parce que l'aspect sciences humaines et sociales n'est pas fondamental dans ce projet, mais il est indiqué, et l'acceptation sociétale, telle que Sylvie l'a décrit initialement, fait partie aussi de cet appel. Alors, juste pour revenir sur la participation dans le consortium, le JRC, dans ses projets infra, est indiqué pratiquement systématiquement sur l'ensemble de ses appels, mais sachez qu'il ne doit pas être impliqué dans la proposition
il sera simplement impliqué sur les propositions gagnantes. Donc, quelque part, ça sera un nouveau partenaire qu'on demandera, que la commission, lors de la rédaction du grant, du contrat, demandera d'introduire, mais simplement pour utiliser ses capacités, son site d'essai et de test pour valider et pour profiter de leur expertise et de leur capacité pour mettre en œuvre les résultats du projet. Voilà. Donc c'est un point important. Et comme l'a indiqué, on a à peu près les mêmes acteurs que pour le précédent appel. Il faudra 3 entités. Là encore, sur tous ces projets infra, on a une forte implication demandée d'un certain nombre d'acteurs, de tous les acteurs, que ce soit les opérateurs d'infrastructures critiques, mais que ce soit aussi ceux qui vont intervenir et qui vont garantir la sécurité, des organismes de résilience, les primo-intervenants, et que ce soit en sûreté ou en sécurité, puisqu'il y a aussi une dimension qui revient et qui n'est pas toujours mentionnée, mais qui est claire, c'est comment on fait en sorte que si maintenant on a des nouvelles infrastructures à construire, elles soient par design, par construction, qu'elles soient sûres et sécurisées. Bon, voilà, on peut passer à la planche d'après. Donc là, on est sur l'infra 03. Capacité innovante ciblée pour la résilience organisationnelle et technologique des entités critiques aux catastrophes naturelles et d'origine humaine, y compris dans les scénarios hybrides. Donc, c'est ce que j'indiquais en introduction. On a des vulnérabilités qui peuvent être systémiques, hein, et qu'il faut donc comprendre avec toutes les dimensions maintenant qui sont nécessaires, qu'il faut absolument prendre en compte dans la vulnérabilité des infrastructures, que ce soit des vulnérabilités physiques, classiques, numériques, un peu plus classiques, mais aussi opérationnelles et intersectorielles. Pourquoi? Parce que là, les infrastructures sont de plus en plus connectées et on a des interactions fortes, donc il y a des risques liés à toutes ces nouvelles interactions. Et les risques, comme on l'a dit, sont hybrides, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir de catastrophes naturelles ou de malveillance ou de terrorisme humain, sachant que les deux sont fortement combinés. On peut imaginer même que ce soit une règle que les combiner et de profiter. On a des scénarios où on peut imaginer qu'il y ait des vulnérabilités numériques qui soient uniquement mises en œuvre quand il y aura une vulnérabilité physique naturelle qui se présentera. Voilà. Alors, vérifier les mesures existantes visant à contrer les risques potentiels, justement, qui sont liés aux nouvelles technologies, c'est important. Donc déjà, où c'est qu'on en est. Et puis, il va falloir faire mieux. Donc, c'est une IA, mais avec des TRL 6-7 à la fin. On aura 2 projets sélectionnés avec chacun 4,5 millions de financement. Il faut mieux se préparer, répondre et récupérer des scénarios complexes et multirisques pour vraiment identifier les futurs risques, que ce soit en cascade, hybride ou liés à ces infrastructures critiques. Un point aussi que Sylvie a mentionné, et là c'est important de le rappeler, puisqu'il est explicite dans l'appel, il faut prendre en compte les résultats des appels précédents. Donc là, on a 3 appels, 2 sur Infra 2025, pour lesquels on saura bientôt qui sont les lauréats, mais on a aussi un appel DRS qu'on comprend, puisqu'il y a les phénomènes, les catastrophes naturelles 2024 qu'il faut prendre en compte et avec lesquels il faudra trouver des liens, trouver éventuellement des partenaires communs ou des accords avec ces projets en cours. Voilà, on peut passer à la suite. Donc pour 2027, là on va avoir que 2 appels avec 4 lauréats pour un budget presque similaire, un peu inférieur de 19,7 millions d'euros. Ce sera 2 IA, donc on est sur des TRL plus élevés. Et voilà les sujets. Donc on a renforcement toujours de la protection physique des infrastructures critiques. Donc on n'oublie pas la protection physique, hein. C'est pas parce que tout devient numérique et que la cyber prend une place importante qu'il faut négliger la protection physique.
Notamment, on peut imaginer des scénarios d'attaque divers, que ce soit par drone ou autre. Donc voilà, il y aura un sujet spécifique pour continuer à travailler sur la sécurité physique des infrastructures critiques. Et puis, sur la continuité il y a une dimension importante que j'ai peut-être pas assez indiquée sur l'introduction sur infra. C'est comme je disais, les infrastructures critiques, elles sont au cœur du fonctionnement des sociétés, que ce soit nos villes, nos campagnes. La continuité de service est au cœur, donc la résilience de la société dépend de la résilience des infrastructures critiques. Et donc, cette continuité des activités des infrastructures critiques, il faut l'assurer. Et donc, le deuxième sujet va essayer de voir comment l'utilisation malveillante des renseignements provenant de sources ouvertes peut avoir un impact sur la continuité des activités des infrastructures critiques, notamment en particulier au sein des collectivités ou au sein de la population elle-même. Voilà, donc ça c'est pour 2027. Et puis je pense qu'on va attaquer, on arrive à la fin de notre présentation. Vous aurez, je vais passer la parole à Jean-Florian, vous aurez d'autres présentations complémentaires sur les autres destinations cet après-midi et demain. Merci. Merci Frédéric. Donc en effet, Increase Cybersecurity, ces appels seront présentés demain de 10h à 11h. Le lien des webinaires est strictement identique. Donc si vous souhaitez vous connecter, c'est le même lien. DRS, Disaster Resilience Society, ces appels seront présentés cet après-midi entre 15h et 16h avec le même lien de webinaire. De même pour les appels SSRI qui vont s'afficher normalement. Voilà. Donc tout ça, ce sera présenté cet après-midi de 15h à 16h. Ça fera également l'objet d'un enregistrement qui sera consultable a posteriori. Alors, pour aller plus loin, nous allons maintenant finaliser la présentation. Donc déjà, quelques chiffres. Sachez qu'aujourd'hui, la France, sur notre retour d'expérience depuis le début du programme en 2021, la France se positionne en 5e position. Elle est derrière la Grèce, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Les champions, toutes catégories, enfin, les champions qui sont loin devant tout le monde, c'est la Grèce et l'Espagne. Donc je vous invite à contacter des entités légales grecques et espagnoles qui ont l'habitude de ces projets européens, les Allemands et les Italiens également. Sachez que le montage PCN qui présente aujourd'hui ce webinaire, on le retrouve dans les 27 États membres ainsi que les États associés. Donc si vous avez des entités légales avec lesquelles vous êtes habitué à travailler, que ce soit des laboratoires de recherche, des PME, des startups, des grandes entreprises ou des forces de sécurité intérieure, sachez que si elles souhaitent avoir des renseignements sur le programme Horizon Europe, elles ont leur propre point de contact national dans leur pays. La difficulté qu'on a en France, c'est qu'on a une faible participation. Les budgets, lorsque les Français demandent des budgets, on se rend compte que proportionnellement, ils sont moins importants que ce que font nos homologues européens. On a très peu de coordination. C'est un vrai déficit de coordination qu'on a. Et ça ne va pas en s'arrangeant d'année en année. Donc on insiste, on encourage à coordonner, d'autant plus que lorsque l'on coordonne, ça se valorise d'un point de vue budgétaire. La coordination a un coût. Donc plus on coordonne, plus on gagne de budget. Et enfin, dans le top 20 des entités lauréates, nous avons 3 entités françaises qui sont le CEA, Thales et le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur qui a été le champion en 2024 de part capter toute entité légale européenne confondue. Sachez également qu'il y a d'autres clusters, par exemple le cluster 2 représenté par Sylvie Gangloff en SHS, mais on a également des clusters santé, des clusters digital, numérique, industrie, espace, climat, énergie, mobilité, ainsi que bio-environnement, agriculture, cluster 6. Donc, possiblement, dans ces thématiques-là, vous allez pouvoir retrouver des appels à projets qui peuvent susciter votre intérêt. N'hésitez pas à les solliciter. Vous avez un site qui s'appelle horizoneurope.gouv.fr
où vous retrouvez l'ensemble des PCN pour chacune des chacun des clusters, pardon. Synergie des fonds également, nous ne sommes pas les seuls fonds européens, sachez qu'il en existe plusieurs. On a mis ici quelques fonds qui pourraient vous intéresser. Des fonds européens, par exemple le Fonds européen de défense, Digital Europe, ce sont des fonds sur lesquels habituellement nos clients, enfin en tout cas les entités légales qui nous sollicitent, sont également amenés à aller. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces fonds européens. La roadmap, qu'est-ce qui va se passer dans l'année qui vient? Donc aujourd'hui, nous sommes sur des webinaires le 8 et 9 janvier 2026, des webinaires pour identifier les appels. Sachez que la semaine prochaine, donc le 16 janvier également, nous ferons un webinaire spécifiquement dédié à la lutte anti-drone en partenariat avec le SGDSN. N'hésitez pas à nous solliciter par mail si vous souhaitez vous inscrire à ce webinaire qui est vraiment à destination des entreprises qui sont en charge de la lutte anti-drone. Il y a des appels européens sur le sujet. Nous ferons des sessions de pitch comme chaque année, donc ce sera des sessions de pitch en ligne, des pitchs français en ligne, qui se tiendront le 12 février 2026. Vous avez déjà été mis au courant par email. Vous recevrez prochainement un lien d'inscription ainsi que des planches. Ça sera 3 planches où chaque entité légale pourra présenter l'intérêt qu'il porte sur tel ou tel appel. On est sur des pitchs français. Je vous conseille de faire les planches en anglais, mais vous pourrez présenter en français. Et donc l'objectif, c'est de se présenter et d'identifier le type de partenaire que l'on souhaite avoir, sachant que là, on sera uniquement sur une audience française, donc ça sera pour faire des noyaux de consortium, avant d'ensuite faire des consortiums plus larges européens. Nous avons un autre événement qui est prévu. Comme chaque année, nous organisons le WISG, le Workshop interdisciplinaire en sécurité globale, qui se tiendra le 25 et 26 mars 2026 à Lille, qui est un objectif, qui est un événement, qui a pour objectif co-organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Espace, donc nous-mêmes, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et le SGDSN, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Et c'est un événement qui a pour objectif de prendre les partenaires académiques qui sont habitués à faire de la recherche en sécurité et de les amener sur l'Europe. Et pour cet événement-là, on a vraiment fait un événement orienté Europe, puisque nous aurons de nombreux homologues européens de différents pays qui viendront et qui présenteront également la recherche scientifique qui est réalisée dans leur pays. Et pour terminer, je peux vous donner en totale exclusivité l'événement du SMIG. C'est un événement maintenant que nous avons eu la confirmation pour Noël, qui se tiendra donc le 23 et 24 avril 2026 en France pour la 4e année consécutive. Ça se tiendra comme l'année dernière au Conseil régional d'Île-de-France. Et donc c'est un événement européen que nous avons fait venir depuis 4 ans en France et qui a pour objectif de faire du brokerage event, donc vraiment de se rencontrer, de rencontrer la communauté de recherche en sécurité et de monter des consortiums. Nous incitons la communauté française en recherche à participer à cet événement-là, puisque cet événement-là, il se tient en France. On l'a fait en France. On l'a fait venir en France pour augmenter la participation française. Et on aimerait voir les résultats tangibles, notamment sur à la fois les dépôts et les réussites. Donc n'hésitez pas à participer à cet événement qui se tient chez nous. Et pour le coup, l'année dernière, on avait beaucoup de nationalités représentées, beaucoup plus que de Français. Pour rappel, la deadline des candidatures, ce sera le 15 septembre pour les appels cybersécurité et le 5 novembre pour les appels hors cybersécurité. Enfin, le PCN, donc représenté par Frédéric Perlan et moi-même, nous nous tenons à votre disposition pour venir vous rencontrer dans les différentes régions. Nous avons déjà un événement qui est prévu. Nous nous rendrons en collectivité de Corse à Bastia le 28 janvier prochain, donc pour rencontrer la communauté de recherche en sécurité. Donc nous serons en Corse le 28 janvier prochain. Nous serons également à Marseille le 2 avril et à Sophia Antipolis le 7 avril. Donc pour l'instant, on est plutôt en région sud et Corse, mais nous sommes prêts à nous déplacer dans la limite de nos capacités. Nous sommes prêts à nous déplacer dans les différentes régions pour pouvoir rencontrer les communautés de recherche en sécurité au niveau régional.
Donc vous voyez qu'on a bien un échelon national, principalement en ligne, un échelon national de recherche orienté pour les académiques, on a un échelon européen et on a un échelon régional. Notre objectif, in fine, c'est d'augmenter la participation française. Alors, quelques liens utiles. Il y a un portail français Horizon Europe, on vous l'a dit. N'hésitez pas à vous rapprocher toujours du site de la Commission européenne Funding and Tenders. Sachez également que vous avez des aides qui vous sont proposées à la fois par l'ANR avec le dispositif MRSEI, par BPI avec le diagnostic Europe BPI, et également certaines régions qui proposent d'accompagner les entités légales régionales pour qu'elles aillent à l'Europe. Donc, n'hésitez pas à contacter votre région. Nous sommes également en recherche d'experts évaluateurs Horizon Europe. Donc, des experts évaluateurs, ce sont des personnes spécialistes dans leur métier qui souhaitent devenir évaluateurs d'appels à projets. Vous avez pour ça un portail et clairement, on le sait, aujourd'hui, on a un gros déficit d'experts évaluateurs français en comparaison avec les champions des projets européens tels que les Grecs, les Espagnols, les Allemands et les Italiens qui sont beaucoup plus présents que nous en tant qu'experts évaluateurs. Donc, on incite à ce qu'il y ait de plus en plus d'experts évaluateurs français pour évaluer les appels à projets. Nous sommes deux, Frédéric Sperlan, coordinateur et RCP, et moi-même, Jean-Florian Baquet-Roulet, qui suis membre du point de contact national. Et bien voilà, nous avons terminé ici la présentation. Nous avons 40 minutes devant nous. Si certaines personnes ont des questions, on peut y répondre à tout le monde. Voire, on peut également répondre en individuel par mail ou par téléphone dans un deuxième temps. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Alors, sera-t-il possible de partager les slides? Oui, bien entendu, ces slides-là, donc pour l'instant, ces slides, on aura une seule présentation qui intégrera tous les slides, un support de présentation, et qui sera publié sur le site internet une fois les webinaires réalisés, donc je pense courant de semaine prochaine. Il y aura un lien qui sera envoyé. Pour ceux qui ne le font pas, abonnez-vous à notre newsletter. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui, bonjour, c'est Anne-Marie. Bonjour, Anne-Marie Duval, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Bonjour. En fait, je vous remercie de cette présentation. Bon, ça éclaire vraiment beaucoup de choses sur l'évolution. J'en profite justement pour vous demander quelle peut être l'articulation entre le rôle d'un service de l'État globalement qui peut participer en tant que practitioner d'une part, mais quand on suit quand on accompagne les réponses en tant qu'expert, on peut être dans les conseils scientifiques, comment s'articule ce rôle-là avec le rôle d'évaluateur? Parce qu'effectivement, l'Europe est très demandeuse d'évaluateurs, y compris français. Mais comment on fait pour articuler ces deux rôles-là? Oui, vous avez raison, j'ai oublié de le préciser, merci pour la question. En effet, lorsqu'on est expert évaluateur, il nous est interdit d'évaluer, de participer à des consortiums sur l'appel. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'expert évaluateur, on prend l'habitude de regarder des propositions et donc, au travers de ce qu'on lit, on gagne une certaine expérience dans le montage de consortiums et la rédaction de propositions. Donc, un expert évaluateur en cybersécurité ne pourra pas participer à un appel à projet en cybersécurité, ça c'est clair. Par contre, peut-être que dans le prochain programme de travail, il pourra y participer, puisqu'en fait, il ne sera à ce moment-là plus expert évaluateur. Est-ce que j'ai répondu à la question? Si je peux me permettre, ouais. Mais il me semble qu'il y a quelques mois, peut-être quelques années, j'avais vu passer des propositions pour faire partie d'un groupe de travail, enfin une espèce de compagnonnage en fait, d'experts évaluateurs pour prendre des exemples et profiter de l'expérience de certains qui ont fait 5 ans d'évaluation. Il me semble que dans d'autres pays ça se fait et surtout sur les sujets sur lesquels on est là,
ça serait vraiment une bonne pratique de partager les expériences et de passer le relais entre nous. Alors, Tout à fait. si je peux me Allez-y, permettre, oui, c'était effectivement merci pour cette remarque et cette suggestion. C'est une réflexion qu'a le ministère et que les points de contact nationaux ont justement, puisque ça a été mis en place dans certains pays, de voir comment articuler ce genre de mentorat ou à travers un groupe virtuel d'experts présents ou passés, hein, qui ont cette expérience pour pouvoir aider à la communauté à mieux se préparer et à comprendre toutes les subtilités de l'évaluation en particulier, puisque les évaluateurs, au-delà même du contenu propre, ils ont tout un guide d'évaluation, ils savent ils ont des recommandations sur l'évaluation, et c'est quelque chose qui est très important et qu'on ne peut pas connaître si on n'a pas été évaluateur. Donc faire vivre ou créer ce groupe d'experts qui pourraient représenter une structure de mentorat pour aider justement dans la préparation des projets, c'est une réflexion qu'on a au niveau du point de contact national, d'une manière générale, au niveau du ministère, puisque c'est effectivement quelque chose qui est dans certains pays mis en place. Donc il faut voir comment le mettre en place en prenant en considération ce que ce que vous évoquiez avant, qui sont les règles de confidentialité, les conflits d'intérêts et le cadre légal dans lequel on peut mettre ça en place. Voilà. Alors, Ouais, tout à allez-y, oui, fait. madame Non, moi, Vivol. je suis Allez-y. partante. Hein. Si vous vous lancez là-dedans, je suis partante. Très bien, C'est noté. parfait, en note. Merci. Alors, je prends les questions dans le chat. Est-ce qu'il existe une plateforme pour trouver des partenaires en dehors des événements? Alors, la réponse est oui, il existe une plateforme qui est mise en place par la Commission européenne au moment de l'ouverture des appels, l'ouverture officielle de l'ouverture des appels, qui est une plateforme en ligne, 100%. Ceci dit, on sait que les taux de réussite sont assez faibles, et notamment parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de toute l'Europe qui vont poster sur cette plateforme-là, qui vont quelque part spammer la plateforme, sans pour autant, et on va avoir du mal en tant qu'entreprise à se démarquer. Qu'est-ce qu'on nous organise, nous, en tant que PCN? En tant que PCN, nous, on organise, comme je vous l'ai expliqué, on a un certain nombre d'événements. On a tout d'abord les pitchs, qui va se tenir 100% en ligne, qui permettra à votre entreprise, à vous, de vous présenter. On a également des événements en physique, le WISG et le SMIG. Donc, je vous invite surtout à participer au SMIG si vous êtes une entreprise. Le WISG est plutôt orienté pour des partenaires académiques. Pour le SMIC, ça peut être intéressant parce que c'est un événement où, dans les couloirs, s'échangent toutes les cartes de visite et où vous allez pouvoir présenter l'intérêt que vous portez à tel ou tel appel. J'espère avoir répondu à la question. Question de Monsieur Lefebvre. Pouvez-vous préciser le détail et ou ce qui est attendu par la cession des droits de propriété intellectuelle dans certains appels, notamment les appels résidence infrastructure? Frédéric, je te laisse répondre à cette question. C'est à destination. Oui, alors ça concerne, c'est lié à l'impact et c'est lié au résultat du projet. Donc, supposons que vous ayez développé dans le cadre de votre projet une capacité particulière, un outil, un service ou un dispositif particulier. Donc, vous l'avez fait avec du financement européen. Jusque-là, la propriété reste la vôtre. Par contre, si vous décidez à l'issue de ce projet, dans les 4 ans qui viennent, de céder l'ensemble des droits d'exploitation, la licence d'exploitation de manière exclusive à un partenaire, la commission se donne le droit de regarder à qui vous allez céder ce droit exclusif d'exploitation des résultats du projet. Ce qui se comprend d'une certaine manière, puisqu'on a vu que la plupart de ces projets avaient aussi des restrictions sur les participants, sur les entités qui étaient éligibles et sur les conditions de sécurité, notamment sur les fournisseurs de technologies de communication. Donc, si par exemple vous développez une nouvelle capacité de communication,
et que vous la vendez avec une licence exclusive à Huawei, ça va poser problème pour la commission, ce qui se comprend, et elle aura le droit pendant au moins 4 ans de vous empêcher de faire ça, de vous demander de ne pas donner de licence exclusive là-dessus. Sur les détails juridiques et de la mise en œuvre de cette mesure, je n'ai pas plus d'informations que ça, mais c'est explicite dans les appels que le transfert de propriété ou de licence exclusive sur un résultat de projet sera, dans les 4 ans qui suivent le projet, sera regardé de manière précise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas accepté, simplement, il y aura un droit de regard de la commission pour s'assurer que vous ne transférez pas là où l'Europe n'a pas vraiment d'intérêt que ça soit transféré. Alors, je continue dans les questions. Monsieur Hazard, les appels du cluster 3 couvrent-ils aussi la conformité des biens entrants, notamment alimentaires? Le cluster 6 ne semble pas couvrir ce domaine. En effet, Monsieur Hazard, merci pour la question. Oui, c'est des sujets qui sont traités habituellement dans la destination Border Management pour Border Management, la protection, enfin, la gestion des frontières. Ça ne concerne pas que les personnes, c'est également les biens qui sont vendus, notamment on a eu des sujets autour de l'alimentaire, vérification de la conformité des aliments qui rentrent sur les territoires européens. Madame Smag, concernant l'événement SMIG, les sociétés de conseil peuvent-elles également être associées pour identifier de nouveaux partenaires, ou ciblez-vous uniquement les sociétés disposant de solutions de sécurité? Il n'y a pas de limitation, les sociétés de conseil ont tout à fait le droit de participer à cet événement-là, c'est un événement de réseautage. Encore faut-il qu'elles souhaitent participer à des consortiums en sécurité, il n'y a aucun problème pour les sociétés de conseil. Et en fait, la question de la société Apex Solutions, quelle sera la durée des pitchs le 12 février pour chaque société? Alors ça dépendra bien entendu du nombre de réponses, mais habituellement on donne entre 3 et 5 minutes par entreprise pour pouvoir présenter, pitcher. Ça sera des pitchs par destination qui seront organisés et vous pourrez pitcher pour présenter votre entreprise, mais surtout montrer l'intérêt que vous portez à tel ou tel appel et qu'est-ce que vous pouvez apporter à un consortium dans cet appel-là. Pour compléter, pourquoi ça dure que 3 à 5 minutes? C'est qu'on cherche aussi à utiliser cet événement français pour préparer les acteurs français éventuellement à pitcher pour le SMIG. Sur le pitch français, on n'aura pas de sélection, donc on va vous autoriser n'importe qui à venir pitcher. Par contre, sachez que sur le SMIG, il y a une sélection, puisqu'il y a un nombre très important de candidats qui souhaitent présenter leur projet ou leur concept ou leur idée de projet ou leur montage en cours. Et donc, du coup, il faut des pitchs de qualité qui sont évalués sur la base de ces 3 planches. C'est pour ça qu'on va prendre le même modèle côté français. Et donc, en vous entraînant et en vous proposant de faire la même chose au niveau français, ça peut pour certains, ça peut être suffisant pour avoir des partenaires français, à l'occasion de cette réunion du 12 février. Et pour la plupart, ça sera aussi un bon entraînement pour présenter un pitch, éventuellement plus avancé, un peu plus tard, mais être entraîné au type d'informations qui sont attendues dans ce genre de pitch de 3 minutes pour pouvoir être sélectionné et pouvoir le présenter devant une assemblée importante, puisqu'au SMIC, on sera de l'ordre de 300 à 400 personnes, pouvoir le présenter lors du SMIC. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'aligne sur des pitchs de 3 à 5 minutes. Ça dépendra aussi du temps imparti, mais le SMIC, c'est des pitchs de 3 à 4 minutes. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main également, à prendre la parole si vous le souhaitez. Un point qu'on a évoqué en transparence, mais qui est important, n'hésitez pas, parce qu'on n'a pas pu le présenter de manière, puisque ça serait assez long,
à lire vraiment le chapeau. Vous savez que le Work Programme est donc structuré par cluster, en particulier pour les projets collaboratifs. Et pour chaque, là, le programme de 26-27, donc pour lesquels vous devez avoir, qui est présent sur le Funding and Tender, ou pour lesquels on pourra vous envoyer d'ailleurs le lien, puisque c'est le programme officiel. Le chapeau et le texte introductif des appels et des destinations est important. Et ça va sans dire que ce qu'on a dit depuis le début, mais on le répète, c'est que chaque mot dans les propositions compte. Donc il y a deux pages de texte, mais les résultats attendus, expected outcome et le scope, sont travaillés pendant 2-3 ans pour justement arriver à un résultat, qui est un compromis européen et mais qui correspond vraiment à l'attente, du projet, et donc les projets gagnants en général cochent toutes les cases. C'est-à-dire qu'ils ils ont une vraie adéquation avec le texte. Voilà, donc je voulais juste insister là-dessus. Donc nos planches sont un résumé et sont une extraction et une traduction en français d'un certain nombre d'éléments de ces appels, mais le texte de référence, comme l'a mentionné Jean-Florian au départ, c'est vraiment la référence. C'est le texte des appels qui constitue le programme. Très bien. Écoutez, on vous remercie à tous pour votre participation. Nous allons rester, nous, connectés. Si vous souhaitez quitter la conversation, il n'y a pas de problème. Nous allons rester encore connectés quelques minutes. Et on se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, même lien à 15 heures pour les webinaires sur la présentation des appels DRS SSRI. Et demain à 10 heures pour la présentation des appels cybersécurité. Ah, oui, on a des mains levées. il y a quelqu'un qui a levé la main. On vous écoute. N'hésitez pas si vous voulez lever la main. Donc c'était un pouce et pas une main levée. Merci, à tout à l'heure alors. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ok.